entretien de ce jour reçoit pour vous Sylvie Kiloubemou. Alors, si j'ai bien prononcé, voilà. Elle est chef d'entreprise et puis elle est dans l'humanitaire. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre son champ d'activité, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait finalement. Et c'est une Congolaise, sauf si je me trompais. Madame Sylvie, bonjour. Bonjour. Je crois que je n'ai pas prophétisé, j'ai dit la vérité, vous êtes congolaise. Tout à fait, des pères et des mères. Ah bon? Tout à fait. Mais vous avez vécu longtemps à l'étranger? Oui, je suis entre les deux. Je vis à Paris, je vis à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui vous a amené à quitter les pays et puis vous installer là-bas? Vous êtes né là-bas ou vous êtes allé en France? Non, je suis née au Congo, à l'hôpital Mama Yemo. Ok. Et j'ai passé mon enfance plus en Europe, plus précisément en France. C'est d'où cela que je fais des études. On veut justement comprendre la raison de votre sortie. Pourquoi vous êtes partie Je suis partie avec papa et maman. Ok. Tout simplement, j'avais pas le choix. Ok. Donc vous avez accompagné, vous étiez avec les parents. Avec les et parents. vous avez grandi là-bas combien de temps? Plus de 30 ans. 30 ans, waouh. Et les études, tout c'est fait là-bas. Ok. Et c'est quoi la différence finalement entre l'environnement quinois, congolais, l'environnement parisien en France ou peut-être en Europe, de manière générale? Bon, l'environnement est plus ou moins... Ça dépend de là où on se tient. Hein. Chacun son opinion, chacun sa façon de voir les choses. L'environnement à Paris, c'est... On ne fait pas attention à toutes les choses qui nous entourent. Okay. On trouve ça assez normal, comme si c'était un acquis. L'indifférence. Ouais, l'indifférence, on est là. Chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi, plus ou moins. On n'est pas vraiment très, très, très solidaire, mais on essaie d'avancer tant bien que mal. Mais qu'avez-vous constaté? C'était une correction de la solidarité, entre guillemets, cette fameuse solidarité africaine. En Afrique, c'est pas comme ça qu'on vit, hein, chacun pour soi. Non, on vit dans la communauté, mais on appartient à la communauté. Oui et non en même temps, hein, parce qu'on vit dans la communauté, on appartient à la communauté, je vais dire... oui et non, parce que tout simplement, parce qu'il y a on trouve pas mal des enfants qui se trouvent dans la rue. Les parents sont décédés, mais à part ça, il y a les tantes, les oncles qui sont là. Mais ces enfants-là se trouvent dans la rue. Donc du coup, on peut un peu mettre ça de côté. On n'est pas solidaire. Tout à fait. Alors, les études. C'est quoi la différence finalement entre cette jeune fille qui a étudié au Congo et cette jeune fille Sylvie qui a fait ses études en France? La différence, c'est à quel niveau? À la différence, moi je m'amuse souvent à répondre quand on me pose cette question, que je ne reçois pas mon bulletin comme ça. Mon bulletin, ça vient dans la boîte aux lettres, ou alors c'est les parents qui vont le chercher. Je ne le reçois pas moi-même. Je sais seulement que j'avais fait des contrôles, tout ça, j'avais eu telle note, surtout quand on est en primaire. Hein. Et quand on avance au collège, au lycée aussi, on peut avoir ça sur une application qu'ils appellent... Pronote. Donc du coup, à l'intérieur, vous avez toutes les informations, si tu as reçu tel cours ou pas, machin, tout ça. Et c'est ça la différence. Ici, quand j'étais ici, mon bulletin, moi, c'était, on faisait la proclamation, et on recevait le bulletin. Ok. Mais ça change quoi finalement? Quand c'est l'enfant qui reçoit, l'élève qui reçoit, ou c'est peut-être le père ou la mère qui reçoit? La différence, c'est que les professeurs là-bas, ils connaissent les parents. Ils ont un entretien avec les parents. Alors, avant de remettre un bulletin, ils s'entretiennent avec les parents pour leur expliquer les points forts de leurs enfants et les points faibles, et surtout le côté comportement, là où il faut vraiment marteler, parce que les comportements, tu peux être intelligent ou intelligente, mais si ton comportement n'y est pas, tu auras moins de chances d'accéder dans des écoles dites plus ou moins réservées à une certaine catégorie des élèves. Est-ce qu'il est vrai que la société occidentale, la société européenne, française, parisienne, est-elle pervertie aujourd'hui? Parce que certains hésitent pour dire, mais la comme maman en angaté, n'a poto, mais il y a du n'importe quoi là-bas. Mais est-ce qu'on peut bien élever les enfants en Europe de manière générale? On peut. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Tout ce qu'il y a comme pollution.
avec tout ce qu'il y a comme pollution, avec tout ce qu'il y a comme environnement, avec tout ce qu'il y a comme... problème de mœurs. Voilà, problème de mœurs, la liberté d'expression, tout ce qui va avec. On peut. Je pense que c'est l'éducation à la base commence à la maison. Hein. À la maison, si on sert un peu les choses, on recadre les enfants. Et quand ils sont dehors, ils racontent des amis, mais ils ont quand même des limites. Un enfant qui a été bien recadré à la maison, ils auront des limites. Peu importe, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, par exemple, nos enfants restent plus longtemps à l'école qu'à la maison. Ok. Alors, 30 années passées en Europe pratiquement, et finalement il y a des va-et-vient. Alors, vous avez fini vos études, et puis après, si c'était à Kinshasa, c'est maintenant qu'on rédige des demandes d'emploi, j'ai l'honneur, tout ça, mais vous avez fait quoi finalement, après les études? Après les études, j'ai travaillé pour Orange. J'étais technicienne... La société télécom. Voilà, la société télécom Orange, technicienne réseau. Et je suis restée pendant un moment, j'ai fait pas mal de choses. J'étais commercial terrain, j'ai sillonné un peu, vu que j'aime beaucoup la voiture. Donc du coup, j'aimais bien le métier qui me rendait un peu libre. J'étais souvent dehors, dans les contrats pour aller vendre des produits comme les purificateurs d'air, dans les zones aéroportières, parce qu'il y a beaucoup de pollution par là-bas. Et puis après, j'ai créé une entreprise à moi. J'ai créé plusieurs entreprises. Et je commençais avec une entreprise de prospects pour donner des flyers dans des trucs pour faire un peu la publicité des autres personnes, comme les cannabis, tout ça, à l'ancienne. Hein. C'est dans les années 2000. Après 2002, j'étais chez Orange. Après, j'ai quitté, je suis partie, j'ai créé notre entreprise dans le transport. Et la couleur de votre peau n'a pas joué, non? On ne vous a pas compliqué? Oui, dans les transports, c'était plus réservé. À cette époque-là, c'était réservé aux hommes. En fait, c'était pas vraiment la couleur des peaux qui primait, c'était plus le genre qui était plus mis en avant. Parce qu'on se disait c'était un métier réservé aux hommes, tout ça, les femmes n'avaient pas leur place. Donc du coup, moi, j'ai essayé un peu de contourner les choses. Je suis restée juste la gérante et j'avais des chauffeurs qui étaient les hommes et puis les personnes qui s'occupaient des colis, tout ça, c'était des hommes. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas de discrimination, non? Je ne l'ai pas vraiment ressenti, au fait. Je m'amusais seulement à entendre quand j'allais chercher des contrats, par exemple. Souvent, on regardait mon adresse. C'était plus mon adresse qui était plus important. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai donné mon adresse... Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Parce que j'habitais là où j'habite. Tout simplement. Et ça, c'est la vie privée, on n'entend pas. Tout à fait. Alors, et vous avez créé votre entreprise? Oui. En France? Tout à fait. Ok. C'est quoi l'entreprise? C'était une entreprise... Plusieurs? Vous avez parlé de plusieurs entreprises, J'en ai créé plusieurs entreprises. Celle que vous gérez aujourd'hui? C'est une entreprise de nettoyage. C'est une entreprise de nettoyage que je gère actuellement en collaboration parce que je ne suis pas tout le temps sur place. Je gère avec une autre personne. Ça s'appelle comment? Socline. Ok. Ouais. Okay. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2016. 2016, ouais, presque 10 ans, 9 ans, 8 ans. Ouais, voilà. 2016. Et ça a bien marché là-bas? Oui, c'est toujours d'actu. Et ici? Ici, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Skylux. Ok. Skylux, on est dans plusieurs domaines. On est dans le mécanique auto, j'ai ces personnels-là, cette expertise-là, j'en ai pas mal de personnes que je travaille avec eux. C'est des personnes que je travaillais déjà avec eux au début, avec l'ONG. Donc du coup, je les ai récupérés pour les recycler dans Skylux. C'est facile d'investir au Congo? Très difficile. Votre expérience? Ouais, Qu'avez-vous constaté? C'est quoi la au fait, le Congo, c'est très fermé. Le Congo, il faut avoir quelqu'un qui te tienne par la main pour qu'on t'amène là où tu dois voir quelqu'un, pour que cette personne-là puisse s'ouvrir à toi. Ça s'appelle connexion. Voilà, ça s'appelle les connexions ici, comme on dit. Ouais, c'est ça le Congo. Donc il vous a fallu une connexion? Oui, plusieurs.
pour installer votre société? Oui, pour être là, pour déjà essayer d'avoir des directives. D'abord, il faut avoir des bonnes directives, tout ça. Quand on les a, et puis après, au fur et à mesure, on essaie de voir d'abord tout autour de nous. Je connais qui, je fréquente qui, ma famille à tel endroit, qu'est-ce qui peut m'apporter, qu'est-ce qui peut me dire, me conseiller pour que je puisse accéder à tel ou tel endroit. Mais votre appréciation du climat, sur le climat des affaires ici en RDC, vous trouvez que ça va en tant que chef d'entreprise? Ça favorise Il y a vraiment de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici au Congo, sauf que comme je viens de dire, il faut d'abord y accéder pour que tu puisses montrer aux autres ton expertise, c'est que tu es capable de faire. Mais quelle est la pièce qui manque? Juste la bonne connexion. Ça dit quoi? Qu'on te mette à l'endroit que tu veux réellement faire. Si je prends l'exemple, par exemple, avec l'ONG, on a été ici et on a travaillé. On a fait les Tinbopeto à l'époque. Avant même que ça débute, je me rappelle... De la salubrité de Kinshasa. La salubrité de Kinshasa. Avant que ça débute, on a commencé à aller soutenir le bourgmestre, quelques bourgmestres qu'on connaissait. On a été à Maluku, on a été à Ndjili, on a sillonné un peu. Et après, quand ça a commencé, on a fait les démarches qu'il fallait pour qu'on puisse aussi travailler comme les autres, mais participer. Étant donné que moi, je suis native de la commune de Lingouala, je m'intéressais plus à la commune de Lingouala parce que c'était devenu... ça avait beaucoup changé par rapport à la commune que moi je connaissais quand j'étais petite. C'était en quelle année? C'était il y a longtemps, quand j'allais à l'école à Notre-Dame, à côté de Notre-Dame, la Sainte-Marie. J'ai fait mes primaires là-bas. Devant nous, là où maintenant c'est devenu l'école de Révérend Hakim, je crois. Révérend Hakim. Non, on habitait juste à cette rue-là. C'est Akiti? Non, Kabalo. Kabalo, oui. On habitait juste là, donc on connaissait comment c'était. Il y avait des arbres, il y avait des trucs, on s'est reposé quand on sortait de l'école. Et quand on revient quelques années plus tard, parce qu'après moi je suis revenue 20 ans plus tard, et je trouvais que ça avait beaucoup changé. Vous avez remarqué que Niango n'existait plus, non, n'existait plus, Kalembelembe, Kabamba, tout ça. Il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée, on ne comprenait plus rien. Vu qu'on connaît quand même le quartier, c'est notre commune, donc on a pu quand même s'y repérer sur l'espace. Donc après... Madame Sylvie, revenons sur votre casquette en tant que chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un d'investir en RDC? Oui, ça dépend. Dans le contexte actuel. Ça dépend dans quel domaine. Oui. Il y a des domaines qui... Oui, il y a des domaines qui sont plus ou moins florissants, qui sont plus ou moins porteurs ou plus ou moins ouverts. Plus ou moins. Lesquels, par exemple? Dans la distribution, par exemple, d'agroalimentaire. C'est vraiment ce qui est important ici au Congo. Je pense que c'est d'abord comme... Je reste un peu plus ou moins humanitaire toujours. Quand je parle de ventre affamé n'a point d'oreille, donc du coup je martèle plus... On en parlera justement. Je martèle plus sur l'alimentaire, parce que moi je me dis, une personne qui n'a rien pour se mettre sous la dent ne peut pas réfléchir. Une femme chef d'entreprise, comme un peu spécial. Pas du tout. Pour la femme congolaise. Oh non, il y a quand même pas mal de femmes congolaises qui sont chefs d'entreprise. Non, il y en a énormément. En termes de pourcentage, je crois que c'est pas signifiant. Ok. Ouais. Mais elles aiment être dirigées ou elles subissent? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place de toutes les femmes congolaises, mais je répondrai plutôt que, pour ma part à moi, je me plais à être chef d'entreprise. Et vous dirigez les hommes? Aussi. Sans problème? Sans problème. Vous n'avez pas de complexe? Vous ne vous gênez pas? Non, pas du tout. Alors, parlons de l'humanitaire. Oui. Vous êtes également présidente d'une ONG. L'ONG, c'est... Au Grand Cœur. Au Grand Cœur. Pourquoi? Oui. Au Grand Cœur, parce qu'au fait, je me dis... Je ne sais pas si vous parlez de vous.
C'est tout à fait moi, au grand cœur. Vous avez un grand cœur. Un grand cœur. C'est vrai, j'ai un grand cœur. À mes débuts, quand je venais à Kinshasa, j'avais trouvé, comme je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et j'ai trouvé il y avait beaucoup des enfants de la rue qu'on appelle communément chégués. Je les voyais souvent sur le boulevard, Victoire, un peu partout. Là, on voit des enfants, des écoliers pratiquement avec... Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Ah, ça, c'est avec... offert par qui? Offert par Au Grand Cœur. Là, c'est vous? Oui, ça c'est... Voilà, c'était la structure, oui. Okay. Tout à fait. Donc, c'est vous qui offrez ces petits déjeuners aux enfants, je vois des filles et des garçons? Oui, tout à fait. Mais pourquoi le faire? Mais ils sont là pour étudier, non? Oui. Ils sont quand même à l'école, en bleu-blanc. Là, on était hommes des vieillards aussi. Okay. On avait fait aussi des actions, pas mal d'actions, hommes des vieillards. Ok. Mais parlons des enfants. Vous offrez un petit déjeuner aux enfants? Oui. Oui. C'est ça, avoir un grand cœur? Au fait, ça fait partie... Un grand cœur ne veut pas forcément dire que offrir un petit déjeuner. Un grand cœur, c'est un tout, en fait. Okay. C'est un tout. Et, offrir un petit déjeuner, c'était quelque chose qui m'apportait des plus, comme je disais tout à l'heure. C'était par rapport à tous les enfants que je voyais dans la rue, tout ça. Ils demandaient. Des fois, ils demandaient que 500 francs. Je me posais Maman Kabila a 500. Oui, ouais. Je me posais la question, avec 500 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec 500 francs? Et une fois, j'ai rencontré un petit, je me promenais sur le marché, il me dit, il demandait à tout le monde, au fait, quand je passais, des personnes, tout le monde passait, il ne s'arrêtait pas. Et puis j'ai demandé à mon secrétaire qui était avec moi, j'ai dit, il fait quoi le petit? Il me dit, il est en train de demander de l'argent. J'ai dit, un enfant qui demande de l'argent, nous on n'a pas été éduqués comme ça, on ne demande pas de l'argent. Voilà. Et il me dit, c'est les enfants de la rue, ils n'ont personne, tout ça. J'ai dit, mais si ils n'ont pas l'air papa, ils n'ont pas l'air maman, ils ont les tantes, ils ont les oncles. C'est la famille, non? Ici c'est l'Afrique. On me dit, non, c'est ici, on les met dehors, et soi-disant, c'est des enfants sorciers, tout ça. Je dis, bon. C'était c'était un autre sujet. Je ne pouvais pas entrer dedans parce que il n'y a pas d'enfants sorciers en Europe, non? On ne le voit pas dans la rue. L'enfant est protégé. Ouais. Un enfant est protégé. Okay. Et l'enfant demandait seulement 500 francs pour qu'il s'achète du sucre. Il y a une maman qui vendait du thé, lui offrait du thé, mais il n'y avait pas de sucre. Okay. Ils sont organisés finalement. Oui. Je demande, j'achète du sucre. Et puis... Voilà. J'ai dit, d'accord, on y va, je t'achète du sucre. Et je lui ai acheté du sucre. Après, je me suis posé la question, ces enfants-là, il y a des enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui sont dans la maison où les parents n'arrivent pas à leur offrir un petit déjeuner le matin avant d'aller à l'école. Mais ces enfants, ils sont remplis de volonté. Ils vont à l'école affamée. Ils vont à l'école affamée. Et je me suis dit, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Ces enfants-là, comment ils font pour travailler? Ça peut être une technique aussi. La famille s'organise pour dire Kende, je crois que ça, c'est... Bon, ça, je ne sais pas comment ils s'organisent dans la famille. Mais ce que je sais, on a été dans les écoles. On a sillonné pas mal les écoles un peu à la limitrophe, on sort un peu de centre-ville. On a posé des questions. On a vu les personnels encadrants, les directrices, qui nous ont permis de rentrer dans des classes pour poser des questions. Et il y a une des directrices à Mongafou qui a posé une question aux élèves. Parmi vous ici, qui est-ce qui a amené quelque chose, un peu d'argent pour manger à la récré les 10 heures? Il y avait 4 personnes dans une salle de classe où il y avait une quarantaine d'élèves. 4 seulement? 4 seulement. Et on a demandé qui est-ce qui a 500 francs? Il n'y avait personne. Qui a 300 francs? Personne. Qui a 200 francs? Il y a eu 2 qui ont enlevé le main. Et qui a 100 francs, il y avait les 2 autres qui avaient 100 francs. Et ça m'a fait... Il faudra trouver quoi manger avec ces 100 francs. Ils ont dit qu'ils vont acheter de mangue, ça dépend, et puis ils vont manger, ils vont aller boire de l'eau après. Et ils vont tenir jusqu'à midi. Et j'ai dit, et puis à midi, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la maison? Et il y en a qui ont dit, maman vend
On attend quand elle va arriver. Quand elle arrive à faire quelque chose, elle nous envoie un peu vers 15 heures. Dans cet enfant-là, j'ai imaginé un enfant qui a dormi, qui a mangé peut-être à 20 heures, les soirs, avant de se coucher, s'est levé le matin, s'est lavé, s'est préparé, est parti à l'école sans rien, et a passé toute la journée à l'école, est rentrée chez elle, attend 15 heures pour qu'on lui envoie peut-être un morceau de pain, et après pour attendre 20 heures. Mais cet enfant-là a la volonté d'aller à l'école. Je me suis dit, pourquoi pas leur offrir un petit déjeuner. Et là, votre cœur entre en jeu maintenant pour Tout à fait, oui. Et c'est ce que vous avez fait. Et oui, et c'est là qu'on a lancé... Et c'était quoi les résultats finalement en termes d'impact? C'était... Qu'est-ce que vous avez posé comme geste? C'était bien accueilli, on a eu des retours. Il y a eu des parents qui sont venus pour essayer de nous rencontrer, pour savoir c'était quel organisme qui nous soutenait pour qu'on puisse faire cette action. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a cette dimension surnaturelle aussi? Est-ce qu'on ne vous a pas demandé votre état d'âme? Parce qu'en offrant comme ça de la nourriture aux enfants d'autrui, Au fait, nous, on était avec les nutritionnistes. On s'est fait accompagner. On avait demandé les autorisations chez les Proved, je crois. On appelle Proved. Et avec les nutritionnistes. Et au fait, moi, l'histoire d'état d'âme, ça, je me dis, c'est entre guillemets, ça c'est mon point de vue. Non, pour moi, Au fait, les personnes qui étaient là, moi, j'ai vu seulement un enfant. Pour moi, c'est des enfants. Moi-même, je suis maman. Non, je les calque par rapport à mes enfants en moi. Je me dis, ils ont mangé les soirs. Et les matins, ils n'ont pas déjeuné. À midi, il n'y a rien à manger. Et à 16h, ils n'ont pas de goûter. De 20h à 20h. Et ils attendent de manger encore les soirs. Non. Au fait, moi, en tant que maman, j'ai parlé. Au fait, je suis Sylvie au grand cœur. Mais aussi, c'est mon côté maman qui a aussi parlé pour ces enfants-là. Et ça a changé quoi finalement? Et les résultats scolaires, c'était très intéressant. On a eu des retours par rapport aux directrices, parce que là, comme là, les images que vous venez de passer là, c'était à Mongafula en 2017, je crois. On était à Mongafula. Et il y avait plus de 1200 personnes qui prenaient les petits déjeuners, y compris les personnels encadrants. Et même jusqu'aux gardiens. Tout le monde. Alors même les enseignants aussi sont... Tout le monde. Et les enseignants, on les avait tous mis dans le lot. C'est pourquoi vous parlez d'un repas offrir aux nécessiteux dans les 4 districts de Kinshasa. Il y a Tchango, il y a Moamba, Funa et Lukunga. Donc vous êtes passé partout là pour offrir. Oui, je suis passé là, c'était pour Noël. En fait, on voulait fêter avec toutes les personnes. C'est pas la même chose pour tous les ménages. Non. Certains fêtent et puis d'autres observent. D'autres ne fêtent pas. Ouais, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on instaure un peu à Kinshasa, parce que quand on sillonne, je parle de Kinshasa parce que là je suis précisément à Kinshasa, mais c'est la capitale. C'est la capitale. Ça concerne toute la RDC, de faire des fêtes comme ça, offrir, pourquoi pas, par exemple, nous, je vais dire, si on prend l'exemple des autres, en France, il y a les Restos du Cœur, on donne aux nécessités. Il y a des repas qu'on donne par d'autres organismes comme l'Armée du Salut. Vous préparez, vous invitez tout le monde? Oui, les gens viennent manger. Mais c'est toute la capitale qui viendra? Non, pas du tout. Oui, parce que les statistiques renseignent que la faim au Congo, c'est vraiment un problème de tout le monde. Tout le monde est concerné. Quand c'est comme ça, il faut répertorier, il faut faire vraiment une équipe où on va répertorier des enfants qui sont dans la rue, on va les connaître, on va leur donner des... Il y avait des cantines dans des camps militaires, mais ça n'existait plus, des messes, tout ça, où les militaires mangeaient, mais il n'y a rien là. Ça aussi, c'est notre histoire. C'est aussi notre histoire. Et vous avez réussi à sillonner tous les 4 districts? Au fait, j'ai sillonné et je les ai tous invités dans un lieu. Je les ai tous fait venir, d'où on a fait la fête ensemble. Il y avait quelques personnes. Mais là, on vous voit dans une salle. Voilà. Il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées. C'était à Lemba, on a trouvé une salle à Lemba.
on a fait la fête avec. Mais il y a une activité où le gouverneur de province était normalement, représenté. le gouverneur qui s'est fait représenter et tout. Okay. C'était ça. Mais vous le faites à Kinshasa, mais vous ne le faites pas à Kassangoulou, vous ne le faites pas à Bandoudouville. Pourquoi? Parce que là également, il y a un problème, la faim ravage. Dans le Kasaï, par exemple. Oui. Dans les Kasaï, par exemple, c'est un sujet qui... Quand vous voyez la morphologie de ces enfants... Dans les Kasaï, je me rappelle, à une époque, il y avait des problèmes à Kananga. À Kananga, il y avait des enfants. On avait essayé de sensibiliser un peu de nos autorités et des personnes qui avaient un grand cœur pour qu'on puisse faire quelque chose, qu'on descende là-bas, qu'on fasse une descente. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est par nos propres moyens. On n'a pas de soutien. On n'a pas des partenaires. Vous n'avez pas de partenaires? Pas du tout. Des parrains, non? Non, du tout. Du tout. Vous trouvez l'argent où? Tous ces fonds que vous dépensez là? Je travaille à Paris. Vous louez une grande salle, je vois tous ces repas organisés, vous sillonnez tous les districts de Kinshasa. Ouais. Je travaille à Paris et cet argent-là, je viens pour manger ça avec les autres. Vous gagnez quoi en retour? Il n'y a rien pour Rien. vous. Rien. Alors là, je comprends. Peut-être que vous préparez votre base électorale. Vous avez des ambitions politiques. Jamais. Mais on est habitué à Kinshasa, à ce d'une manière ou d'une autre. Non, pas du tout. Ce qui est intéressant avec ce que nous faisons, c'est des personnes que je ne connais pas. Toutes ces personnes-là, je les ai vues 1 ou 2 fois, 4 fois, 5, 10 fois, mais je ne les connais pas. Mais vous engagez de vos moyens, toutes ces dépenses, mais pour rien. Vous n'avez aucune je voulais un finalité. sourire. Je voulais un sourire. Seulement. Et que les gens puissent se sentir bien, important. Mais ces sourires-là a engendré, a produit un siège pour certains qui sont devenus députés pour ces sourires. Ouais, je sais pas. Moi, ça me suffit. Comme je disais avec les autres choses, ça me suffit. Est-ce que vous avez vu tous ces aveugles, personnes qui ont des problèmes de vision, qui s'accompagnent des enfants mineurs, tout ça, dans tous les artères de Kinshasa pour Kémandé? Oui. Vous avez vu aussi? Oui. Il y a des actions qui les visent? Oui, il y a aussi les actions qui les visent. Comme je disais, pendant un moment, on a travaillé avec le Centre des handicapés qui s'est trouvé sur Mouchi. Oui, à Lingwala. À Lingwala. Mais ce centre existe encore? Je ne sais pas si ça existe encore. Il y a encore. une église maintenant. Là. Ouais, parce que quand j'étais partie, il y avait eu un souci. On les avait cassé le portail, tout ça. J'étais partie les voir. On a échangé. On avait fait ce qu'on devait faire avec eux. On a réparé ce qui était cassé. Et puis, j'ai eu à leur parler, au président. Mais depuis que je suis revenue, je ne suis pas encore retournée. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais le président, j'ai ses coordonnées. Mais pourquoi vous n'avez pas de partenaire, finalement? Est-ce que vous avez cherché ou vous ne voulez pas? Non, j'ai cherché. J'ai tapé des portes. Je suis passée à plusieurs émissions pour en parler. Mais finalement, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'il y a des personnes qui sont venues avant moi, qui ont peut-être abusé, qui ont fait des choses pas correctes. Je ne sais pas. Et ça ferme toutes les portes? Oui, ça ferme les portes. Et vous avez vu le ministère des Affaires sociales, par exemple, le ministère de l'Éducation? J'ai tous les documents du ministère des Affaires sociales. Et dans les actions, comme quand j'étais à Tchangou, et j'étais avec le représentant du ministère des Affaires sociales qu'on avait invité, qui était venu pour voir la fin de l'action ventre affamé à point d'oreille quand on était à Tchangou. Et on a vraiment fait, on a essayé, on a frappé, mais on n'a pas eu de retour. On est passé à la RTNC. J'ai fait une journée spéciale avec les personnes du 3e âge. J'ai été manger avec nos personnes du 3e âge. Je suis en partenariat avec le Homme des Vieillards des Kabila. Ouais, je suis en partenariat avec eux. On y va, on participe quand il y a un décès, quand il y a des malades, quand il y a tout ça là. Ben, même si je suis absente pendant
1 ou 2 mois, mais on m'appelle, on a des coordonnées, tout ça, et on essaye de faire quelque chose. Alors, est-ce que vous avez peut-être une recette pour lutter contre la faim en République démocratique du Congo? On fait quoi exactement? Parce que c'est vrai, vous pouvez le faire, vous disponibilisez des repas comme ça pour certaines familles, mais pas toutes. Mais la faim est une réalité en République démocratique du Congo. Il y a des élèves qui étudient sans manger, il y a des enseignants qui dispensent cours sans manger. Pratiquement, c'est l'affaire de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une recette spécifique pour lutter contre la faim? Tout simplement que le denrée alimentaire baisse les prix. Il faut penser, comme j'ai un projet que j'avais souhaité soumettre ça à la première ministre, c'est autant pour le ministre de l'économie et puis genre et famille et affaires sociales. Moi j'appelle ça Kitunga. C'est un projet qui s'appelle Kitunga. Parce que ces projets-là, je pense que ça englobe beaucoup de domaines derrière. Si on arrive Kitunga, c'est les paniers. Hein? Ouais, de la ménagère. Ouais. Si on essaye de taper, qui n'existe plus. Mais là, c'est les sachets. Voilà, c'est les sacs. Bon. Si on martèle là-dessus, on fait baisser les prix des denrées alimentaires. Sauf qu'on ne peut pas baisser les prix des denrées alimentaires si l'État lui-même n'a pas ses propres produits. Si l'État avait, par exemple, dans le maïs, 60% des quantités de maïs, pareil pour le riz. Donc nous ne produisons pas assez. Nous ne produisons pas assez. Localement. Même si... Mais si tel est le cas, je pensais vous voir peut-être dans des activités agro-pastorales, par exemple. Vous avez des fermes, l'élevage de champs, de maïs, champs, je ne sais de quoi, mais c'est ce que vous devriez en principe faire, au lieu que de distribuer c'est ça que j'avais essayé de faire. On avait demandé... Mais tout ça, ça demande des moyens. On n'a pas des moyens. Ça demande des moyens. On n'a pas des moyens. Et vous n'avez pas mobilisé de fonds? On essaie de mobiliser des fonds. J'ai quand même fait appel. J'avais écrit plusieurs fois, comme tout le monde fait. J'ai été voir Sokin. Sokin, oui. Voilà, j'ai été voir Sokin. J'ai essayé d'avoir un entretien avec M. Achour, Abed. Abed Achour, oui. Voilà, et j'ai sillonné un peu partout. J'ai été à Vodacom, j'ai été à d'autres organismes, tout ça, pour essayer En fait, je ne pars pas sans rien. Je viens avec des projets, mais ces projets-là ont besoin de financement. Ces projets-là ont besoin d'être réalisés. Ces projets-là ont besoin d'être viables et pérennisés dans le temps. Et votre passion pour l'enfant congolais, parce que finalement on voit des repas pour les enfants. Vous avez dit tantôt que vous êtes mère, donc quand vous le faites, vous pensez faire à vos propres enfants. C'est quoi la situation de l'enfant congolais? Peut-être parlons de l'enfant quinois, parce que nous sommes à Kinshasa. L'enfant quinois, c'est un peu... je trouve qu'on ne fait pas trop cas de son état et on est en train de voler son enfance et on ne lui permet pas de s'imaginer. Là, vous pensez à Jean Goubal, hein? Non, c'est le titre d'une de ses chansons. Ok, je ne connaissais pas, autant pour moi. Et un enfant congolais, souvent quand je vais à l'aéroport où je reviens, je vois sur le pont Matete un enfant congolais, un tout petit, qui vend. Et je trouve qu'on devrait marteler sur ces choses-là. Un enfant congolais n'a pas son enfance, tout simplement parce que les parents n'ont pas de moyens pour mettre un enfant. Alors que cet enfant-là, aujourd'hui on les voit un enfant comme ça. Demain cet enfant-là, c'est lui qui va être notre ingénieur, qui va être nos directeurs, qui vont être nos ministres, qui vont peut-être être nos futurs présidents. L'avenir. C'est l'avenir des pays. Quand je vois un enfant, je vois son lendemain, en fait. Je ne le vois pas son présent. Je regarde son lendemain. Est-ce qu'on les protège suffisamment? Je ne pense pas qu'ils sont suffisamment protégés. Parce qu'un parent qui vend, qui donne à son enfant d'aller vendre, je pense qu'il expose cet enfant-là
peut faire un accident, il peut lui arriver tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est déplorable. Et la jeune fille d'hier, la jeune fille d'aujourd'hui? La jeune fille d'hier, la jeune fille d'aujourd'hui, c'est toute une histoire. La situation a changé. Voilà, la situation a beaucoup changé. Ah bien, vous n'intervenez pas sur les violences faites aux jeunes filles, aux enfants? Pas directement. Mais c'est presque à la mode maintenant. On a des cas comme ça, mais tous les jours. Non, pas, ou des enfants violentés. Non, pas directement. Moi, je me dis plutôt, j'essaye de responsabiliser la jeune fille d'aujourd'hui, qui s'est un peu perdue, qui ne sait plus qui elle est. Et avec l'ONG Au Grand Cœur, on a un centre de formation, toujours dans les cadres de l'humanitaire, qui se trouve à Kisenso. On est en train de former les jeunes filles dans le couture, tout ça, et pas mal de choses, les garçons mécaniques, faire fabrication de peintures, et avec, on fait aussi des savons, voilà, pour que ces jeunes filles-là puissent avoir un savoir, au moins qu'ils puissent apprendre à utiliser ses mains, sa tête, avant de penser à autre chose, même dans les moments les plus désespérés. Quand on a un savoir, ça nous sauve. Alors, Sylvie Kilou Bemou, voilà, là, cette fois-là, j'ai bien prononcé, chef d'entreprise et puis présidente de l'ONG Au Grand Cœur. Vous n'avez pas d'ambition politique, vous avez non? Non, je n'ai pas d'ambition politique. Député, conseiller municipal à Lingwala? Non. Et si on vous proposait ministre? Pourquoi? Il peut y avoir un remaniement d'ici là. C'est vrai, ça vient à peine de commencer. Mais pourquoi donc? On peut retoucher l'équipe gouvernementale et on vous sollicite. Quel portefeuille, par exemple, qui vous enchante, qui vous arrange? Affaires familiales, genre famille, sociale. Ok. C'est vraiment... Et vous avez une vision? Oui, j'ai pas mal de projets dans le social. Okay. En fait, moi, je le fais et je les soumets au ministre actuel. Et j'ai commencé mais c'est un ministère mal aimé, hein? On s'est dit c'est un ministère pauvre, il n'y a pas assez de non, ça ne bouge pas assez. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de personnes sur le terrain. Et il faut qu'ils aient des délégués qui sillonnent un peu, qu'ils aillent voir. Il ne faut pas rester tout haut. Parce que nous, on est sur le terrain, on écoute, je parle avec pas mal de gens. Des fois, je vais à Bandal, à l'occasion des riens. Je raconte pas mal de... toute forme de souche sociale. Hein. On parle, on échange, autant un directeur, un général, un rien, comme on dit. On parle avec tout le monde et c'est là qu'on amasse plus d'informations. Est-ce que vous savez que nous sommes listés, nous sommes 4e pays le plus pauvre du monde? On ne devrait pas l'être. Ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui nous a obligés d'être là? La RDC, je pense qu'on devrait premièrement être patriotique, nationaliste, porter la RDC en soi. Il faut les porter d'abord. C'est ce que nous faisons, non, on ne les porte pas assez. Ah bon? On ne les porte pas assez parce que souvent j'entends les gens disent « Ah, ces pays, ils devraient les vendre. » Non, jamais. On ne peut pas devenir apatride. C'est pas pour rien. On est né congolais de la RDC. Mais ça ne marche pas. Il faut commencer par porter notre pays, l'aimer. Les Congolais veulent quitter ces pays, finalement, ça ne marche pas. Mais la preuve... ton Lingwala natal. Oui. Mais finalement, il n'y a plus rien là-bas. Oui, effectivement, mais sauf que je me dis, c'est ce que je suis en train de dire là. Il faut d'abord aimer. Mais je prends un exemple simple. Donc vous exhortez les Congolais à aimer la souffrance? Non, pas du tout. À aimer leur situation baissée? Non, pas du tout. Justement, à changer leur souffrance. Comment? Quand on aime, par exemple, mon Lingwala natal, comme on dit, Lingwala, c'est devenu insalubre. Ce n'est pas les Saint-Jean. Ce n'est plus les Saint-Jean qu'on connaissait, que nos papas ont connus. Non. Lingwala, quand on aime Lingwala, on ne va pas jeter des choses par terre. On va amasser ses poubelles dans un sac,
On attend les personnes qui passent pour ramasser, on leur donne. On respecte les caniveaux. Je me rappelle à l'ancienne, tous les mercredis et tous les samedis, on vidait nos caniveaux. Il y avait moins de moustiques. On ne connaissait pas, hein? On connaissait pas la typhoïde. On ne le connaissait pas. Ça, on portait notre commune, on portait notre rue, on portait notre ville à cœur. Quand nous, on était en train de le faire dans notre rue, la rue qui était après nous, qui était devant ou arrière, machin, tout ça, eux aussi faisaient la même chose. Ça veut dire qu'on les portait. À cette époque-là, personne ne pouvait dire que ouais, il y a telle ou telle chose. Quand on faisait même des concurrences de rues qui étaient les plus propres, tout ça, il faut commencer à aimer Donc, notre pays. Notre amour pour le pays a baissé. Notre amour sur le pays a baissé énormément. Ce qui fait que les gens, ils voient plus la souffrance, mais ils ne savent pas. Il faut créer des entreprises. Il faut que les gens deviennent plus entrepreneurs. Mais quelqu'un peut te braquer comme ça pour dire Wana zolo batika loba po outi poto. Ezabisenga poto, ambala olina poto, malili poto ndezolo bisayo. Mais nous sommes ici, on connaît ce que c'est qu'être piqué par des moustiques, on connaît la saleté. Moi aussi, on me connaît pique par les moustiques. Mais eux ont cette expérience-là pendant plusieurs années. Mais ils diront que, vous le dites parce que, on comprend la réalité sur le terrain. Bon, ce balobin de Wana, je dirais que ils veulent koloba o bango balimba loba en fait. En réalité, c'est que de la France à ici, dans Nayakawa, je connais la moto, dans la moto, nationale partout. Naïbi ba endroit mususu ezana ba Selembao. Selembao c'est pas loin, mais c'est à côté ici. Mais quand tu y vas, c'est comme si aux en Congo. Il y a des endroits dans Mongafou là, je veux dire dans Maluku, quand tu y vas. C'est le Congo profond. C'est le Congo profond. Au communauté vraiment à Bandundu. Parce que comme on a été distribué des fournitures scolaires, je crois que c'était il y a 2 ans, l'école Moko na Maluku, vraiment lamentable. Et vous vous encouragez des gens à y rester? Non, pas du tout. C'est méchant quand même. Non. Je dis aux gens, l'herbe n'est pas plus verte chez les voisins que chez soi. Parce que les voisins, bien, ils ont trimé. On peut travailler pour comme ça. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de la Chine, c'était le pays le plus pauvre. Aujourd'hui, on a côté les la Chine est le pays le plus pauvre. Vous avez fait vos études à Sainte-Marie? Oui. Juste à côté? Oui. Et 20 ans après, c'est pas la même chose. Et c'est cet élève-là de Sainte-Marie, ce n'est qu'un exemple, qui manque à manger à la récréation. Et on a reçu ici une information selon laquelle il y a une élève qui est décédée en plein cours. Il était dans la salle de cours. C'était quelque part, je suis dans la commune de Kalamou. Ça peut être l'une des raisons aussi. Peut-être c'était la faim. Il a piqué une crise et puis il est parti. Mais c'est pour dire que la situation n'est pas la même. Votre Sainte Marie à l'époque et la Sainte Marie d'aujourd'hui, mais ça fait 2 mondes, c'est 2 contextes. Alors les gens ont toutes les raisons de quitter ces pays, non? De ne plus aimer les pays. Ne plus aimer les pays, c'est trop gros. C'est énorme. Pour dire que je ne peux plus aimer mon pays. Non. Ça, c'est la mère patrie, la RDC. La mère patrie, on la prend comme elle est. Parce que Bissot, tu choisis ça, Kate, tu botama. Tu choisis ça, monter. Qui est aux Abba congolais. Alors, je veux qu'on termine là. vous avez un grand cœur parce que vous dirigez l'ONG Au Grand Cœur. Oui. Alors, avec votre cœur là, moi j'aimerais que vous parliez pratiquement, tous les Congolais sont là, et voilà, un message. Et Congo et Zambo Canabiso, RDC, comme on le dit souvent, Elo Amakasi, effectivement, Elo Amakasi. Attention, toutes ces cartes, il y a Afrique,
to mona RDC zelo à makasi to linga mboka na biso RDC za biso to mboka mususu te makambo nyonso to ezoleka partout dans le monde tozomona eza kobouger mais biso twakala mboka moko eza RDC et pour makambo bato azobima balingi RDC te je comprends le pays est très difficile on traverse des moments très difficiles mais on devait tous être derrière le chef de l'État de le soutenir de voir les choses qu'il est en train de faire parce qu'on ne le voit pas assez mais quand on le sillonne un peu Kinshasa, on voit pas mal de choses qui bougent, qui changent, en bien, vraiment en bien. Et qu'on donne aussi une chance dans le gouvernement, il y a Maman Judith, qu'on verra les choses, comment ça va évoluer, qu'on essaie de rapporter notre petite pierre à l'édifice, qui est la RD Congo, en amenant des projets, d'avancer des initiatives, d'essayer de réaliser les choses. Partout aux alliés, na mukim keto kiko sala, to sala, pour na to tombo la kaka RDC na biso, parce qu'ils aura déjà l'icolo, biso ne muto to eba ate a moto bungaka, to tient mon main forte, même bato atanga bibe baba ki Moïse tanga le na désert tanga de kolemba, tanga taki serpent, tanga boko ne so ingi kitaba, bato banaye ko yana pour soutenir et pour maboke za toujours l'icolo. Il y a un chef de l'État, il y a un projet, une initiative, un bien, chef de l'État, a gratuité dans l'école primaire. Au Grand Cœur, il y a déjà un ventre affamé, un point d'oreille qui donne les petits déjeuners gratuitement dans les écoles, mais qui n'a pas de soutien, qui a besoin des partenaires. Et là, on fait comment pour vous contacter? Pour nous contacter, vous êtes où et on peut vous avoir comment? Nous, actuellement, on est sur Beauvant, 19 avenue Télévision. Et Beauvant, c'est à Lingwala? Oui, à Lingwala. Mon numéro de téléphone, c'est les 085 45 76 862. Vous reprenez? 085 45 76 862. Vous avez dit Beauvant? Oui, à Beauvant. Oui. Combien? Numéro 19. Numéro 19, c'est non loin de la RTNC. Tout à fait, c'est juste derrière la RTNC. Voilà. Madame Sylvie Kilou Bémou, merci. Et merci à vous. Venue. Et voilà, on a échangé et on a compris qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour les enfants congolais, pour les familles congolaises et même pour les personnes de troisième âge. Je crois qu'ils sont là nombreux. Au niveau de tous les hommes de vieillards, voilà, c'est dans la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala et partout ailleurs. Nous les saluons en même temps. Et voilà, je crois qu'on se fixe rendez-vous pour la fois prochaine. Quand vous aurez des activités, je crois qu'on sera là pour vous accompagner également. Merci beaucoup. Merci à vous. Le programme continue. Au revoir. Voilà.